Le score. Le score. Je devais créer et comprendre que nous aurions un entretien tête-à-tête. 18h30, 20h sur Radio Nova. Sur Radio Nova. Bon, à mon tour maintenant. On a écouté vos classiques, on va écouter les miens. Avec Charline Roux. Charline Roux. Bienvenue dans le score sur Nova, votre rendez-vous quotidien fait de musique et aujourd'hui de conversation sur la musique. À défaut de complètement chanter juste, je m'engage à parler droit. Oui, je mens aussi dans les professions de foi, puisqu'en 3 phrases péniblement articulées, j'ai déjà ondulé un paquet de fois, mais ce n'est qu'un modeste hommage à celui que je reçois, puisque c'est par ce titre qu'il s'est présenté il y a quelques années. 30 ans, me dit-on, mais les gens exagèrent toujours. Et puis c'est dans la tête, de toute façon, enfin dans les articulations aussi. Mais heureusement, le temps qui passe est toujours plus joli quand il est chanté et raconté par lui, et lui vient nous parler de son 9e album, après Super, J'en ai marre d'être 2, 2000, étrangement sorti en 2002, Michel, I Love You, Mathieu Bogaerts, Promeneur en anglais, place à grand piano. Et bonjour Mathieu Bogaerts, puisqu'un indice s'était subtilement glissé dans l'énoncé de ces titres. Bonsoir mademoiselle. Bonsoir monsieur. On le fait de manière très formelle comme ça. Je sais pas si c'est mademoiselle ou madame, alors j'ai dit mademoiselle. Moi les deux me vont, vraiment, tant que... Voilà. Non, on se tutoie, on a dit qu'on se tutoyait. Ouais, voilà. Donc, on peut dire mademoiselle tu, ça marche aussi. Okay. C'est étrange, mais j'ai rien contre. Il y a 4 ans, on t'appelait Mathieu, rapport à l'album en anglais. Est-ce qu'on revient à Mathieu ? Oui, s'il vous plaît. Je fais toutes les formalités. Monsieur, madame, Mathieu, Mathieu. On est bien, on part sur de bonnes bases. Ouais. De grand piano, il va être question, ainsi que de la tournée qui l'accompagne. Tu seras en concert le 7 mars 2025 au Théâtre de la Ville à Paris. Et puis en tournée partout en France, notamment le 28 février à Montpellier, le 1er mars à Aix-en-Provence. Pour démarrer, il y a une question rituelle dans cette émission. En dehors de celle que tu composes, quelle place tient la musique dans ton quotidien ? Alors, je peux pas parler de quotidien parce qu'il y a bien des jours où j'écoute pas de la musique. En général, c'est quand j'en fais, quand je suis sur un projet, quand je suis en train de faire un disque. En fait, c'est un long processus entre la première note et la dernière il y a plusieurs années. Et je m'aperçois que j'écoute assez peu de musique à ces moments-là parce que j'ai peur ou d'être influencé ou de trouver ça trop bien et que je me trouvais trop nul. Ou je sais pas. Donc là, j'en écoute beaucoup en ce moment parce que le disque est vraiment terminé depuis quelques mois. Donc là, je peux dire que j'en écoute tous les jours, quotidiennement. Alors, quelle place ça prend ? La place que prend la musique dans la tête des gens. Je sais pas, je mets la musique un peu à n'importe quel moment. J'ai pas une réponse très précise et c'est très varié surtout. Mais est-ce que ça influe, par exemple, sur l'humeur du jour ? Certainement, mais c'est assez inconscient. Donc je pourrais pas dire je me sentais comme ça et je me sens autrement après et c'est parce que j'ai mis telle musique. Mais certainement, oui. Et puis ça peut me rendre joyeux. C'est plutôt la joie, même si c'est des chansons tristes. Alors justement, il y a une question que j'aime bien poser ici. Okay. Quand tu vas mal, est-ce que tu es plutôt du genre à écouter des chansons pour te remonter le moral ou est-ce que tu écoutes des chansons qui finissent vraiment de te faire plonger ? Il y a 2 catégories de personnes. Non, j'écoute plutôt des choses, je pense, tristes ou en tout cas profondes et vraiment chargées. Et du coup, alors pourquoi ça me plaît ? Je sais pas, je me suis déjà posé la question. Je pense parce que du coup, on se sent moins seul. On se dit, cet autre individu sur cette terre a ressenti un truc peut-être équivalent au mien. Et il le formule, et du coup, il y a une connexion et on se sent moins seul. Et finalement, les moments où je me sens le plus mal, c'est les moments où je me sens le plus seul. Je ne sais pas si j'ai déjà dit cette phrase, peut-être que je vais la regretter, mais elle m'est venue assez spontanément. On la garde alors. Tout à fait. Et pour démarrer en musique, j'ai choisi Benny Sings, on écoute Young Heart. Le score sur Radio Nova. Benny Sings sur Nova, Young Heart, c'est un titre que je soumets immédiatement à Mathieu Bogaerts. Ah, je suis obligée de soumettre toute la musique. Ces pièges-là. Alors Benny Sings, j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, enfin il y a quelques petites années. Et j'ai adoré, il y a un disque que j'adore qui s'appelle City Pop, je crois. Ouais. Voilà. Et ça, donc je t'ai posé la question, est-ce que c'est nouveau ? Tu m'as dit je crois. Donc là, spontanément, je me dis ok, c'est Benny Sings, mais j'ai l'impression de connaître déjà. Voilà. Bon, très bien. Mais c'est pas parce que je connais déjà que j'aime pas. Parfait. On parle de Grand Piano, ton 9e album. Alors, pour une raison qui m'échappe, ce titre, Grand Piano, m'évoque, moi, l'image, un truc très cartoonesque, vraiment d'un piano gigantesque avec... mais j'imagine que c'était pas ça. Ça m'échappe aussi. C'était pas ça l'intention. Non, c'est toujours compliqué de trouver un titre parce que j'écris les chansons une par une, on les vend par 12, et donc il faut trouver un titre qui formule un peu l'intention de 12 chansons. Donc, voilà. Donc, en général, quand il est question de le trouver, j'ouvre mes oreilles, j'ouvre mes yeux, puis j'attends une espèce de révélation, et je suis tombé sur ce mot, je sais plus dans quel contexte, et je me suis dit, c'est ça, sans trop savoir pourquoi. Et a posteriori, je me suis forcément posé la question, et je pense que ce que j'aime dans ce mot, c'est que c'est un peu un oxymore. Il y a grand et piano. Grand, je vois ça comme quelque chose de grand, d'âgé, de solide, de lourd, d'imposant. Et puis piano, de modeste, de petit, de nuancé, et je pense que c'est le contenu de ce disque.
Voilà. Ouais. Mais c'est très subjectif et je pense qu'un titre de disque, ça s'impose. On doit l'imposer comme Police. Un jour, ils se sont dit si on appelait notre groupe Police, bon, c'est bizarre, pourquoi Police? Puis finalement, maintenant, quand je vois une pochette de disque Police, j'associe ça au son du disque et plus du tout à une camionnette de police. Et oui, ça donne une identité. Voilà, donc en fait, maintenant, si les gens connaissent ce disque en piano, quand ils verront Grand Piano, ça ne sera pas que piano à queue en anglais, ça sera aussi associé au sentiment et au son de ce disque. Un album composé entre Londres, Paris, Istanbul, Amsterdam, Budapest, Risoul, les Landes. Chacun de tes disques, j'ai l'impression, est lié à un voyage. Est-ce que tu as besoin d'être déplacé pour composer ? Oui, mais même si l'endroit dans lequel je suis n'a aucune incidence sur la chanson, c'est-à-dire que c'est une chanson que j'écris à Ouagadougou, à Vladivostok, c'est la même chanson, parce que la chanson, je la commande pas. La première brique d'une chanson, c'est quelque chose qui arrive entre guillemets accidentellement. Je passe beaucoup de temps à gratouiller ma guitare, et au fil des gratouillis, des fois, il y a une suite d'accords qui va m'émouvoir, je vais m'attarder un peu, je vais me mettre à chanter, il va y avoir une phrase qui va sortir, et hop, j'ai la première brique d'une chanson. Ouais. J'y crois, elle est venue tellement spontanément que je ne peux qu'y croire. Je sens qu'elle fait écho à un sentiment, à une expérience que j'ai eue. C'est pas le moment de la finir parce que je suis en vacances, je suis dans une loge, je suis dans un train, je sais pas où. Je la mets de côté et après le jour où je projette de faire un disque, je ressors tous mes premiers jets et j'ai lu. Délire ? Non. Du verbe élire. Ouais, j'ai lu, bien sûr. Et j'ai lu les 12-13 qui me semblent les plus pertinentes. Ouais. Et après, j'écris les chansons. Et après, je déroule le fil. Et ce fil, je le déroule à Budapest parce que je me fais refaire les dents à moitié prix. En Risoul parce que je fais du ski, machin, ou je sais pas où. Voilà. Non, mais c'est rigolo ce principe de ne jamais aller chercher la chanson. Pour moi, il n'y a pas pire que ça. Se retrouver avec une guitare ou un piano, avec une page blanche et à me dire il faut que j'écrive une chanson. Ouais. Chaque chanson, j'y crois que si elle est arrivée spontanément comme une étincelle, comme une bonne idée qu'on a l'impression d'avoir un jour et qu'on ne cherchait pas forcément. Et j'ai envie de croire que les bons films que je vois ou les bons livres que je lis, l'étincelle du départ est venue qu'il y a une étincelle. J'imagine un réalisateur qui marche dans la rue puis qui assiste à une scène et qui dit « Ah, c'est marrant cette situation !» Je pourrais en faire un film, même si le film sortira 20 ans plus tard. Tu disais ne pas écouter de musique quand tu es en période de composition. En revanche, si je ne dis pas de bêtises, tu as donné des séries de concerts alors que tu étais même en train de composer. Je crois que c'était la série de concerts où les chansons étaient piochées au hasard et tu reprenais dans ton répertoire. Est-ce que ça influe d'une manière quelconque quand c'est les tiennes ? Tu vois ce que je veux dire ? Est-ce que c'est inspirant ou au contraire ça te permet d'éliminer peut-être potentiellement des redites ou des... Alors j'aime pas l'idée de tester les chansons, c'est jamais un test parce que la chanson, je l'aime... Sincère, je l'aime profondément, j'ai pas besoin qu'on me dise qu'elle est bien ou pas bien pour l'aimer. Néanmoins, je me les mets en bouche parce que c'est le fait d'avoir un public où on peut peaufine son geste, on peaufine son tempo, sa tonalité, on l'incarne un peu devant des gens. Donc quand on se retrouve après en studio, elle existe un petit peu plus. Alors, tu dis aussi, de manière générale, je suis lent, je suis perfectionniste, je passe beaucoup de temps sur les détails car j'en suis très soucieux. C'est-à-dire qu'entre l'étincelle dont tu parlais et le moment où la chanson est terminée... Oula. Ouais, c'est ça. Non, c'est très 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 long, mais c'est un temps que j'assume pleinement. Ouais. Enfin, je sais que je vais finir par y arriver et il n'est pas question de sortir un disque avec ma tête dessus et mon nom et si je ne me suis pas pleinement satisfait. Donc des fois, je peux passer des heures sur des détails, mais c'est pareil, un cuisinier, je parle souvent de ça, je vais au restaurant, le cuisinier, pour mettre au point sa sauce, machin, il a mis plein de temps. Et c'est des petits détails, mais c'est une accumulation de détails. Mais tu sais vraiment quand une chanson est terminée ou est-ce qu'il faut que quelqu'un te stoppe parce que tu serais du genre à continuer pas du tout. à essayer de... quand elle est finie, elle est finie. J'en ai une intime conviction et je pense que c'est l'intensité de cette intime conviction qui est à l'origine du fait que j'ai la prétention de faire ce métier un peu étrange, de chanter mes chansons. Ouais. Voilà. Donc c'est un truc vraiment... Le monde pourrait être contre moi. Si je pense que c'est bon, c'est bon. Si les gens l'aiment, tant mieux, il y a fusion. Et s'il n'y a pas fusion, tant pis. À suivre, un titre de Mathieu Bogaerts, évidemment. On écoutera Ma jeunesse juste après la pub. Il est temps. Nous reprendrons cet entretien tout à l'heure. Direction Parc de Saint-Cloud. Nova. Radio Nova. Normalement, je demande aux invités un avis sur la musique choisie. Je vais le faire. Mathieu Bogaerts, un avis sur Ma jeunesse de Mathieu Bogaerts ? Alors, c'est pas de la merde. Premier truc qui me vient à l'esprit. N'ayons pas peur des mots. Ouais. Donc après, je ne peux, si je commande, je peux
enfin, je vais pas sans dire c'est bien, c'est mal, il faut que je raconte un tout petit peu qu'est-ce que c'est que cette chanson. On va le faire. Très Non, bien. là, je voulais vraiment un avis un peu ressenti à écouter comme ça quand on est dans un studio. Ça passe. C'est marrant parce que dans un studio comme ça m'arrive en ce moment de faire des émissions de radio. C'est toujours assez intimidant parce qu'on écoute sa musique, c'est très froid, c'est très faible, il y a un son très brut comme ça. Enfin, et là, j'avais un bon ressenti, mais j'aurais pu avoir un mauvais ressenti en fonction de, je sais pas, d'une vibe un peu. C'est un peu pas très rationnel. Donc là, j'ai eu un bon ressenti, donc je suis vraiment, c'est pas de la merde. Voilà, on peut rester sur cette analyse. Pour Grand Piano, ce nouvel album, est-ce que tu préfères qu'on parle d'exploration des sentiments à travers le temps ou d'exploration du temps à travers les sentiments? Alors, ETS ou EST je dirais exploration des sentiments. À travers le temps. À travers le temps. Merci, j'avais oublié. Ça me va. Le temps qui passe, il en est question. On vient de l'entendre. Dans Ma jeunesse, il en est question aussi dans Faut pas que j'oublie, la chanson inaugurale. Il en est question d'une certaine manière dans Il faut toujours écouter son corps. Alors je sais que ça angoisse à peu près tout le monde, cette histoire du temps qui passe. Pas tout le temps, hein, mais toi particulièrement. Non, moi je pense que je suis exactement comme tout le monde. Et donc je suis, des fois ça m'angoisse, des fois ça m'angoisse pas, des fois je me sens beau, des fois je me sens moche, des fois j'ai confiance, des fois j'ai pas confiance, des fois je suis bourreau, des fois je suis victime, des fois je sais, des fois je sais pas. Vraiment. Enfin, j'ai beaucoup d'amis, j'aime les gens, je suis assez social, et j'observe autour de moi des gens avec leur fragilité qui s'expriment à des moments différents. Voilà. Donc moi je me sens pas, j'ai pas plus de légitimité à écrire des chansons que mon voisin. Je sais pas pourquoi. Si, quand même. Non, mais je dis ça très très sincèrement. En tout cas, après, j'ai développé un langage artistique, voilà, parce que ça m'a plu. Alors, je sais pas pourquoi ça m'a plu, bon, c'est comme ça. Mais en tout cas, c'est pas parce que je serais plus sensible et que j'aurais plus de sentiments et que j'aurais été plus amoureux ou plus largué ou plus bidule ou plus chouette que moi je prends la parole. C'est juste un besoin de prendre la parole, ça c'est sûr, de créer un lien avec le reste du monde. Voilà, mais mon rapport au temps, je ne pense pas qu'il soit différent que mon voisin ou que le tien. Alors, pour célébrer le temps qui passe, ou pour on va avoir des angoisses, on choisit, des chansons assez courtes. La plus longue fait 3 minutes 4, si je ne m'abuse. Est-ce que c'est un héritage anglo-saxon ou est-ce que c'est parce qu'on n'a pas besoin de faire des épopées, en fait? Alors, c'est vraiment un goût de la concision. Voilà, un goût. En fait, proposer une chanson, des chansons, il y en a des 100 000 de nouvelles sur les sites de streaming chaque jour. Attention, vous m'avez bien entendu, 100 000 de nouvelles. Donc, il n'est pas question de faire des chansons longues, des chansons où il y a 4 chansons dans une chanson. Donc, pour moi, une chanson, c'est un objet qui doit être concis. Voilà, donc je passe beaucoup de temps à enlever, en fait. Ça vient, puis hop, j'enlève ça. Et puis, donc, ça m'intéresse, ce travail-là, de donner quelque chose de très... Si j'étais designer, ce qui n'est pas mon cas, je pense que je ferais des meubles assez minimalistes, mais très précis et très confortables, mais qui sont très... une forme de simplicité, de pureté, entre guillemets. Je prétends pas y arriver, mais je tends vers ça. Donc le fait que les chansons soient courtes, c'est une des composantes. Elles sont courtes, les mots, il y a toujours un champ lexical un peu précis, il y a toujours un thème précis, une seule métaphore, une une esthétique, voilà. Enfin, je tends vers ça. Pour autant, sur sa globalité, l'album, c'est une sorte de parcours de Faut pas que j'oublie, qui est peut-être la chanson la plus triste sur le fait d'attendre le retour de l'amour. Assez beau la vie et son titre programmatique. Je suis pas mort encore. Est-ce que tu l'as conçu justement comme une histoire, peut-être avec un début un peu plus dark et une fin plus ouverte et plus optimiste? Non, j'ai écrit les chansons une par une. Après, inconsciemment, elles sont liées forcément. Ça, c'est la photographie d'une époque. Mais après, il faut faire un ordre. C'est une sacrée paire de manches. Faire un ordre, par quoi commencer, ça forcément, il y a plein de paramètres, la musique, la tonalité, le propos de la chanson, le rythme, les instruments. Et donc, j'ai pris le parti de commencer par cette chanson qui s'appelle donc Faut pas que j'oublie, qui est effectivement la plus désespérée. C'est une chanson qui exprime le fait d'espérer que l'espoir reviendra, c'est pour dire. Et elle se situe là, l'image, je suis à ma fenêtre et j'observe, c'est la tombée de la nuit et j'espère que l'espoir réapparaîtra. Et du coup, comme il y a une chanson qui s'appelle C'est beau la vie, qui commence ce matin, je me réveille, je me dis que c'est beau la vie quand même quand j'y pense. Donc c'est un peu la boucle, c'est le lendemain matin. Donc quand j'ai fait l'ordre, j'ai trouvé ça intéressant, voilà, mais c'était pas du tout envisagé au départ. Et sur la question, il faut toujours écouter son corps, il dit quoi en l'occurrence? Oui, c'était la question médicale, c'est le petit. Alors c'est marrant. Donc quand j'écris une chanson, pour répondre à ça très vite, il faut dire que j'ai jamais le projet d'une chanson. Comme je le disais, j'ouvre le robinet, il y a des mots qui arrivent, et d'un seul coup, il y a cette phrase qui est arrivée. Il faut toujours écouter son corps. Et je me dis, c'est marrant. Alors pourquoi je dis ça? Parce que je le pense, et peut-être parce que je le fais pas assez. Et je trouvais ça marrant qu'il y ait une chanson sur ce ton un peu conseil, coach.
C'est ça. C'est une forme intéressante, c'est une narration intéressante que j'ai jamais fait. Il faut. Voilà, plutôt que je, tu, il, c'est il faut. Développement personnel. Voilà, donc toute la chanson elle est sur cette forme et ça lui va bien, je trouve. On continue de parler de grand piano, nouvel intermède musical avec Bob Marley, Waiting in Vain. Le score sur Nova, sur Radio Nova. Avec Charlie Bob Marley sur Nova, Waiting in Vain. Et là, je regarde Mathieu Bogart parce qu'il sait que je vais lui soumettre cette chanson pour avis. Avis ressenti. Alors, il va vraiment. Au cas où vous n'en avez pas remarqué, c'est pas de la merde non plus. et donc ça, je connais par cœur. En fait, je sais pas combien j'ai en tout. Donc là, vous avez pas vraiment. Tu n'as pas mon studio, toi, par contre. Tu n'as pas vraiment remarqué hors antenne, mais je suis en train de jouer avec mes jambes tous les petits coups de charlet, les machins, le solo de guitare, les trucs. Je connais tout. Je pourrais vraiment. Voilà. Donc ça me touche. Je sais pas pourquoi. Est-ce qu'on peut créer ce label? C'est pas de la merde. Oui. Je trouve que pour les albums, il y a plusieurs labels. Le premier, c'est pas de la merde. Moi, j'ai vu un point commun entre Bob Marley et toi, que j'appellerais une forme de mélancolie dansante. Voilà, mélancolie, ma maladie, elle m'empêche d'aller. Elle m'empêche d'aller. Ça te vient d'où ce groove dans la tristesse? Alors je sais pas d'où viennent les choses en fait. Tout ça c'est un processus assez inconscient, l'influence. Il y a tous les disques que j'ai écoutés, puis tous les disques que j'ai écoutés sans vouloir les écouter dans les booms, dans les supermarchés, dans les taxis, dans les trucs. Donc ce que je fais, ce n'est que la digestion de tout ce que j'ai pu entendre. J'ai des parents qui ont toujours écouté beaucoup de musique, un père vraiment mélomane qui a toujours eu assez bon goût, qui a écouté beaucoup de musique quand j'étais enfant. Voilà, donc et puis j'ai eu la chance, mon père m'a amené voir des concerts de reggae dans les années 80, j'ai vu les Gladiators, genre à 11 ans, je sais pas quoi. Donc j'ai écouté quand même plus de musique noire que de musique blanche. Donc ça vient peut-être de là, mais c'est pas sûr, je sais pas. Non mais c'est rigolo d'avoir cette pas dissonance du tout, parce que c'est pas ça le mot que je cherche, mais un texte qui est, pour le coup, parle de mélancolie, peut être triste par certains aspects, mais sur une musique qui reste plutôt positive, plutôt sur un rythme... Donc là, on peut parler donc de ton, si je peux me permettre. Oui, tout à fait. Donc le ton qui est le mien, c'est pas un ton que j'ai choisi d'avoir, c'est comme ça, c'est mon rapport au monde qui se manifeste dans mes chansons, mais j'ai un fond toujours optimiste. Je pense toujours que le soleil arrivera après la pluie. Mais je souffre comme tout le monde, j'ai des doutes, j'ai machin, je suis pas serein quoi. Je ferai jamais la couve de Sérénité Magazine par exemple. J'y tends mais j'attends qu'on m'appelle pour faire la couve. Un magazine qui n'est pas de la merde non plus, je dois dire. J'ai plutôt la couve d'Angoisse Magazine, sans exagérer, je suis pas angoissé non plus du matin au soir, mais en tout cas les chansons que j'écris, une chanson ne peut être motivée que par quelque chose de vraiment profond, d'important. Je peux pas écrire une chanson sur quelque chose d'anecdotique. Mais c'est pas forcément négatif. J'ai des chansons sur la joie, la contemplation, le désir, plein de choses. Mais mes chansons sont toujours chargées. Mais ça veut pas dire que des chansons non chargées sont moins bien. Enfin, je peux aimer des trucs plus légers, entre guillemets. Mais moi, je ne trouve de légitimité à une chanson que quand vraiment c'est important. Alors, est-ce que de fait, tu penses aussi à la scène au moment où tu composes les chansons? Parce qu'avec ce genre de répertoire, il faut instaurer, j'imagine, une forme d'intimité avec le public. Non, j'y pense pas du tout, je m'en fous complètement parce qu'en fait, une chanson pour moi c'est un matériau qui est très très souple. Il y a la chanson guitare-voix, puis ensuite on peut la faire avec un orchestre symphonique, un groupe de rock, Donc là en l'occurrence sur ce disque, j'ai pris le parti d'un truc assez orchestré, des bons musiciens, un beau son, des timbres d'instruments. Ça aurait pu être électro, ça aurait marché autrement, mais ça aurait marché. Et quand je fais des concerts, je les fais à la guitare, ça marche aussi. Donc je pense pas du tout à ça. Par contre, je fantasme un public où en tout cas voilà, si j'étais sur une île déserte et si je pensais que personne n'écouterait ces chansons, je sais pas, mais je pense pas que je les ferais. Donc je les fais pour créer un lien avec le reste du monde. Tu as une conception globale de tes projets. Là, j'ai vraiment un langage qui n'a rien à voir avec la musique. Parfois, l'auteur-compositeur se fait directeur artistique. Je pense notamment aux clips, aux documentaires qui accompagnent parfois la naissance des albums, voire à une DA très particulière sur Instagram dont tu te sers beaucoup. Ouais. C'est très important que tout ce qui sort de mon tuyau... Pardon. J'y attache vraiment beaucoup d'importance. C'est pour Plomberie Magazine, c'est un autre, c'est un autre hebdo qui viendra après. Reste très juste. Ouais. Voilà. Donc en fait, quand il faut faire un clip, forcément,
J'ai pas envie forcément que ce soit le meilleur clip du monde, mais il faut pas que ça soit un clip qui soit hors propos. Je veux pas, voilà. Donc c'est pareil quand il est question de travailler la lumière d'un concert, les costumes, enfin tout ce qui apparaît, pour moi, a son importance. Et donc je me prétends pas du tout maîtriser tous ces médias, tous ces médiums, mais en tout cas, je suis assez actif parce que j'ai envie de quelque chose qui me ressemble. On poursuit en musique. Titre suivant, Tony Allen avec Damon Albarn. On écoute Every Season. Le score sur Radio Nova. Every Season, Tony Allen sur Nova. Bon, je regarde Mathieu Bogart. Normalement, j'ai rien à dire. Ouais. Tu dois y aller tout seul de ton. Ok, j'y vais. Allez. 3-4. À toi. Non, ça me plaît. Alors c'est pour la petite anecdote, c'est pas après. Il semblerait que ce ne soit pas un hasard que tu aies joué ce morceau, parce que j'ai moi-même collaboré avec Tony Allen, donc batteur nigérian, qui est décédé il y a quelques années, qui avait joué avec Fela, qui arrivait en France dans les années, je sais pas, 80, 90, bref. Sauf que moi, je l'ai rencontré dans le creux de la vague. C'était le creux de sa vague et le haut de la mienne. Je sortais ma première chanson Ondulée, mon premier disque en 95-96. Cherchais un batteur et je vais le voir en concert. Il jouait à Paris dans des petites salles et j'ai un coup de foudre sur son son, son truc. Donc, on a fait des répétitions. Mais en fait, j'avais un mauvais rapport avec lui parce qu'il était plus âgé. Moi, je commençais, lui avait fait le tour du monde. Et c'était un peu papy, enfin tonton plutôt. Ouais. Et même s'il était vraiment charmant, dès que je voulais lui dire un truc, j'osais pas trop. Monsieur, vous pensez peut-être qu'on pourrait peut-être changer la façon de jouer la batterie sur le refrain? Donc on a fait quelques trucs, mais pas tant que ça. Mais j'ai gardé les enregistrements d'ailleurs sur lesquels je suis retombé. Donc c'est un chouette souvenir. Et en écoutant ça, je me dis, ils sont forts ces Anglais quand même. De prendre un batteur comme ça qui a vraiment une identité très forte et d'arriver à popiser le truc, un mélange. Ça paraît con, mais c'est vraiment pas évident de faire des métissages réussis, quoi. Ouais. Voilà. On poursuit la discussion sur Grand Piano, ton 9e album. On parlait de tes qualités de DA il y a un instant. Et en fait, prendre la direction artistique d'un projet, sur tout ce que ça implique, c'est aussi un bon moyen de ne pas être empêché, puisqu'il en est aussi question sur l'album. Et là, je ne peux plus bouger. Carrément calé, carrément collé, oui, carrément coincé dans la case où tu m'as gazé. Si je veux sortir d'ici, je veux sortir d'ici, je veux sortir d'ici, je veux sortir d'ici. Dans une case, être figé à un endroit, est-ce que c'est aussi une rubrique de Angoisse Magazine? On le tient, le magazine. Ouais, c'est bon, je pense qu'on peut le lancer. Oui, après donc cette chanson dans une case tu m'as mis, c'est en aucun cas une leçon que je donne à qui que ce soit. Je prétends pas du tout détenir une vérité comme ça que je donnerais dans mes chansons. Je mets moi aussi les gens dans des cases. Ouais, je vais voir un film demain, je vais dire ça me fait penser à truc, à bidule, voilà. Donc c'est un phénomène de société, on va dire, qui m'intéresse, enfin entre humains, quoi. Les gens se voilà, enfin donc c'est ce que je formule dans cette chanson. Mais par exemple, quand on est artiste, être labellisé, c'est-à-dire de dire avec un langage récurrent qui revient sur ce que tu produis, est-ce que c'est pas agaçant parfois? Oui, mais comme je labellise aussi, donc j'accepte le jeu. What goes around comes around. Enfin, je propose un truc, les gens ils disent j'aime bien, j'aime pas, ça me fait penser à bidule. Ah bon, moi ça me fait penser à machin. Je peux pas. Enfin, si ça me dérange, je reste dans ma chambre de bonne et je sors pas mon disque. Ouais, donc j'accepte ça. Ça t'est jamais arrivé à un moment de te sentir coincé d'une image, d'un style, d'un. En fait, je suis pas objectif parce que où me situais-je là-dedans, je sais pas trop. Dans le paysage, je sais pas trop. Des fois, il y a des gens qui me parlent comme si j'étais une star parce qu'ils me connaissent depuis 30 ans. Et puis des gens qui me connaissent pas. Donc je suis quelque part entre ça. On parle de sentiments sur cet album, beaucoup. Les sentiments sérieux ou grands, pour reprendre en partie le titre de l'album, ça peut se raconter qu'en chanson? Très bonne question. Je vous remercie. Alors, quand j'abonde, je vous vois. C'est vraiment Alors, ça ne se peut. En tout cas, si tu m'avais dit tu peux, je peux répondre. Ça ne se, je ne peux pas répondre. Chacun est différent. Alors, je reformule. Tu ne peux les raconter qu'en chanson? Vraiment, oui. En fait, la meilleure façon de me connaître intimement, vraiment, c'est d'écouter mes chansons. Ce qui ne veut pas dire que je raconte des conneries quand je suis pas, par exemple, lors de cette interview. Mais les sentiments vraiment intimes, profonds, oui, je les formule en chanson vraiment tout à fait. Je suis très précis et je ne valide une chanson que quand je sens vraiment qu'elle est juste et qu'elle formule quelque chose de vraiment intime et vrai. Et puisqu'il est question d'intime, est-ce que parfois, quand tu réécoutes d'anciens albums, tu te retrouves dans les sentiments qui y sont décrits? Ou est-ce que tu sens une forme d'évolution ou de changement Alors, je m'y ressens à 100%. Ouais. Mais un album, c'est deux choses. C'est un répertoire, donc une collection de chansons, et une production.
Donc on va choisir d'enregistrer avec tel micro, telle batterie, tel machin. Donc quand j'écoute les anciens albums, je me sens en phase avec le propos de toutes les chansons. Par contre, voilà, je vais trouver que le son de machin a démodé, enfin le son de batterie, le truc, même si je tends à quelque chose d'intemporel, j'essaie de pas céder à la tentation de la mode, tout ça, mais les choses vieillissent malgré tout. Mais par contre, il n'y a pas un propos d'une chanson que j'ai écrite que je ne peux pas incarner aujourd'hui. Même des chansons que j'ai écrites à 19 ans, c'est marrant. Ouais. Voilà. Après, je les incarne autrement, mais c'est le même sentiment qu'elle a et qui a une autre patine, on va dire. Petite pause, on poursuit la conversation dans un instant, le temps de quelques publicités. Nous reprendrons cet entretien tout à l'heure. Direction Parc de Saint-Cloud. Nova. Radio Nova. Toujours en compagnie de Mathieu Bogart, c'est le moment où on passe à la genèse. C'est inquiétant, non? La jeunesse de la jeunesse. Exactement. Ouais. En faisant mes petites recherches, je suis tombée sur une archive que je qualifierais d'irrésistible, une archive de l'INA intitulée « Première télé de Mathieu Bogart ». C'est en 1996. La question est « Qu'est-ce qui t'a décidé à te lancer dans la chanson ?» J'ai commencé vers 12 ans, comme ça, en faisant des chansons, même avec des copains. Enfin, il s'est passé plein de choses. Ouais. Et le jour où j'ai vraiment décidé de le faire sérieusement, j'avais 20 ans. Et en fait, le paysage musical français de l'époque il y avait des trucs bien, mais il y avait beaucoup de choses très moyennes. Et je me disais, mais pourquoi pas moi? Il n'y a pas de raison, j'écoute ça. Moi, je peux faire peut-être pas aujourd'hui aussi bien, mais dans 2-3 ans, je pourrais faire aussi bien. Ouais. Donc ça m'a donné confiance en moi en me disant, pourquoi pas moi? Un avis sur le paysage actuel? Pas tant que ça, parce qu'en fait, les chausseurs sont les moins chaussés, ou je sais plus quoi, les cordonniers sont les moins bien chaussés. Okay. Ouais. J'aime la musique, machin, mais je suis pas du tout à écouter. En plus, il y a tellement de trucs, il y a tellement de tuyaux maintenant. Enfin, ça arrive de partout. Donc, en tout cas, j'ai l'impression que plus souvent, je trouve des trucs pertinents et personnels et musicaux qu'à l'époque, même si je me repenchais aujourd'hui sur le paysage de l'époque, peut-être que la vie que j'aurais aujourd'hui serait peut-être différente de celui que j'avais avant. Mais là, en tout cas, je tiens à recommander ce qu'on vient d'écouter. C'est marrant parce que c'est une archive qui a dû ressortir parce que je suis tombé dessus moi aussi dernier temps. Donc on voit pas mes cheveux, mais j'avais beaucoup de cheveux. C'est une des premières vidéos en fait que quand on tape ton nom qui surgit. Parce qu'elle vient d'arriver, je pense. Enfin, je sais pas. Peut-être, je sais pas. En tout cas, fondamentalement, ce qui m'a donné envie de me lancer, c'était pas parce que j'écoutais des radios en disant c'est pas bien ce qui passe à la radio. Sûr. Mais en tout cas, le fait de se dire pourquoi pas moi, oui. Ouais. Non, c'était pour Mauvais Esprit Magazine, qui a eu un autre titre Très bien. de notre maison. Tu disais, la première fois que j'ai écrit une chanson, j'avais 12 ans. La première fois que j'ai écrit une chanson que j'aimais bien, j'en avais 19. Tu as gardé des traces de ces œuvres de 12 ans? J'ai tout. J'ai toujours tout archivé. Et donc, j'ai tout, vraiment. D'ailleurs, j'ai tous les vidéos de concerts, les machins, toutes les pistes de tous mes albums, etc. Et à chaque fois, je fais des sauvegardes parce que je sais que ça peut périr. Et c'est marrant parce que les disques durs sont de moins en moins chers et de plus en plus gros. Et aujourd'hui, il y a un an, j'ai fait toutes mes copies sur un disque dur qui tient comme la taille d'un smartphone. Et dessus, j'ai écrit tout. Et sur ce disque, il y a toutes les photos de famille, les films, le mariage de ma mère, le machin, le truc, tous mes disques. Donc, j'ai tout. Mais les créations de 12 ans, par exemple, il y en a certaines qui sont devenues quelque chose? Non, la plus vieille chanson que j'ai, enfin la chanson, comment formuler cette phrase? La plus vieille chanson, de tout ce que j'ai sorti, ce qu'il y a de plus ancien, c'était mes 19 ans, et c'était une chanson qui s'appelle Super, et qui est d'ailleurs dans mon premier disque, que j'ai d'ailleurs nommé Super un peu à cause de ça. Et c'est la première chanson qui, justement, vers 19-20 ans, m'a donné vraiment, j'ai vraiment eu l'impression que c'était ma première vraie chanson pertinente. Et les gens qui t'ont donné envie de faire ça? J'ai lu qu'en fait la rencontre de Mathieu Chédid, et plus particulièrement d'avoir pu observer la vie de famille et le fait qu'on puisse avoir une vie de tournée, ce qui était le cas de son père à ce moment-là, était possible, t'avais ouvert des portes. Ouais, c'est vrai que j'ai eu la chance de rencontrer Mathieu Chédid et toute sa famille quand j'avais eu 16 ans à peu près. Ouais. Et c'est vrai, c'est des gens vraiment adorables. Enfin, c'est Adorable Magazine, je pense. Mignonnerie Magazine. Ouais, et c'est vrai que je voyais Louis, donc son père, partir en tournée. Il y avait un studio dans le sous-sol, il y avait sa famille. Et je me suis dit, ça, c'est possible. Enfin, ça m'a donné envie. Je me suis dit, ça n'arrivait pas qu'aux autres, quoi. Ça m'a semblé... voilà. Je ne sais pas si j'aurais assumé d'oser si je n'avais pas été témoin de ça. Dernier titre choisi par mes soins avant de te laisser la main, puisque tu es en train de studieusement préparer ta playlist pour la suite. J'ai opté pour Métronomie, on écoute Everything Goes My Way. Le score sur Nova. Charline Roux.
Nova. Métronomie sur Nova, Everything Goes My Way, un titre qui plaît à Mathieu Bogart. Je sais, voilà, je vais être extrêmement péremptoire. Ouais. Je suis très contente de moi sur ce coup-là. À qui ce disque ne plaît pas, je sais pas. Donc c'est de l'album English Riviera, déjà très bon nom d'album. Ouais. Et c'est un petit miracle de disque avec vraiment une identité très très forte, une production. Enfin, je sais pas. On sent le plaisir, on sent le jeu, c'est ludique, c'est chouette, ça vieillit bien. J'ai beaucoup écouté ce disque et c'est pareil. Je trouve qu'il y a une musique qui est assez ludique comme ça, un peu légère entre guillemets, mais dès qu'il se met à chanter, il y a un petit supplément d'âme. Enfin, je trouve qu'il y a un truc, c'est touchant. Et la chanson The Look, là, c'est un incroyable. Miracle, The Bay aussi marche très bien. Enfin, tout sur cet album est absolument merveilleux. Je suis d'accord. Il y a une autre tradition dans cette émission qui n'est faite que de traditions qui parfois peuvent être pénibles pour les invités, mais je l'assume complètement. Pénible Magazine, c'est aussi un autre titre. Une rafale de questions sur la musique. Alors, c'est pas un questionnaire de connaissances, c'est vraiment purement un questionnaire de ressenti. Pas de réflexion pour toi et l'impossibilité pour moi de te demander de justifier tes réponses. Voilà. J'ai pas compris cette phrase. Attends. Pas de réflexion pour toi, idéalement du tac au tac, vraiment ce qui te vient, et moi j'ai pas le droit de commenter. Je ferme les yeux. Mais c'est faux, je le fais à chaque fois, je préfère te prévenir. Est-ce que tu es prêt ? Oui. Le titre qui symbolise le mieux l'enfance, ou en tout cas la tienne. Père Ubu de Dick Engarn. Oh, il avait un tout petit zizi, un gros cul. Voilà. Pardon. J'avais dit que j'avais pas le droit d'intervenir. Ouais. Le titre qui symbolise le mieux l'adolescence. Troisième sexe d'Indochine. Ah ouais. Ton hit de karaoké. Attends, là, c'est vraiment du spontané. Hein. Ouais, mais c'est très bien, ça me va. J'ai juste dit ah ouais, j'ai pas commenté ton plus hit que ça. De karaoké, c'est quoi cette question ? Non, ton hit de karaoké. Oui, j'articule mal. Oui, c'est les Bee Gees et c'est How Deep Is Your Love. Très bien. Le titre qu'on serait peut-être surpris de trouver dans tes playlists. Aïe. Je t'aime de Lara Fabian. Très bien. Le titre qui te propulse immédiatement sur la piste de danse. The Payback de James Brown. Et le titre qui t'en fait immédiatement sortir. Comment il s'appelle les 5 qui sont habillés YMCA. Village People, voilà. Oui, je comprends. Ta chanson de comédie musicale préférée? Maria dans West Side Story. Maria. Voilà, c'est ça. Le titre que tu as le plus écouté ces derniers jours? Ah, c'est dur, vous vous rendez pas compte de la difficulté de l'exercice. Si, je m'en rends bien compte, je vois les gens souffrir tous les jours, donc D'accord. C'est mon petit plaisir sadique. Pourtant, j'ai écouté un truc récemment, c'était quoi? Non, j'ai pas la réponse, ça sort pas. Ça sortira après, mais ça sort pas là. Et la chanson dont tu as un mal de chien... Ah si, je sais, pardon. Vas-y. J'ai découvert un chanteur français que j'adore, et c'est assez rare, sans dire qu'ils sont pas bons, mais c'est comme ça. Il y a un groupe qui s'appelle Maison Pierrot. Ouais. Voilà, et une chanson qui s'appelle Tout tourne. Et c'est hyper beau, c'est hyper touchant, et j'ai eu la joie de... Je connais pas le mec, mais je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un, et j'ai fait un truc très agréable, c'est dire à quelqu'un qu'on adore sa chanson. Ouais. Et j'ai la chance d'avoir pu faire ça. Maison Pierrot, Tout tourne. Très bien. Et la chanson dont tu as un mal de chien à te débarrasser une fois que tu l'entêtes, tu sais, ces petites ritournelles un peu agaçantes. Alors, je parlerai de mes chansons, parce que quand je les écris, des fois je fais la recherche de la mélodie qui vient, donc pour que la mélodie qui vienne arrive, il faut chanter celle qui est avant. Et donc, je l'ai en tête comme un mantra, et puis d'un seul coup, hop, se révèle ou non la suite. Mais c'est pas pénible quand ce sont les tiennes. Non, c'est pas pénible. Non. Et même quand c'est la chanson de quelqu'un, est-ce que c'est pénible? Là, c'est peut-être... Non, mais tu sais, les ritournelles... Voilà, j'en étais sûre. Voilà, je l'attendais, que tu connais dans diverses langues. Tout à fait, j'ai pu le constater pendant cet été, et puis à la radio, j'ai entendu « One crown is worse than one is worse ». Je me suis dit « Ah ». Je suis ravie. Vraiment, c'est un instant absolument délicieux. Je rappelle que l'album Grand Piano est disponible et je rappelle aussi que tu seras en tournée le 28 février à Montpellier, le 1er mars à Aix-en-Provence, le 7 mars ce sera à Paris au Théâtre de la Ville, le 13 mars à Senon, le 14 à Chelles, le 15 à Saint-Lô, le 16 à Brest, le 21 à Riom, le 22 à Villeurbanne, le 28 à Blois. Toutes les dates sont évidemment à retrouver sur les sites dédiés. Merci beaucoup Mathieu Bogart d'être venu faire un tour dans le score. Bah non, mais c'était un plaisir. Et maintenant, on va découvrir ta playlist. Et pour démarrer, tu as choisi Aretha Franklin. Un choix que je vais te demander de justifier, évidemment. Alors, pour répondre, je tiens à ce que les gens soient pleinement au courant de la situation. C'est que je suis arrivé ici il y a une petite heure. On m'a dit, on t'a pas dit, il faut 5 chansons pour 19h30. 7. Ah, j'en ai 5 pour l'instant. Ouais. Et d'ailleurs, enfin, bref. Et on m'a donné une playlist avec genre 8000 trucs et entre chaque, voilà. Donc, ce que j'ai choisi, c'est pas ce que je préfère au monde, mais c'est celle que j'ai élue, voilà. Donc de Magic, c'est quoi la chanson? Like a Little Prayer. I Say a Little Prayer. Pourtant, je parle anglais, je sais pas de quoi parle cette chanson, mais je trouve que quand la voix rentre,
Il y a une magie. Enfin, je trouve ça merveilleusement beau. Cette chanson m'émeut énormément. Est-ce que c'est la chanson ou est-ce que c'est cette version? Parce que un disque, c'est une chanson, mais c'est aussi la photo de la chanson. En tout cas, la chanson et la photo font que j'assume ça comme première chanson de ma playlist. Merci beaucoup, Mathieu Bogarts. Le score sur Radio Nova. À retrouver en podcast sur nova.fr.